Il est l'heure désormais d'aborder la crise du bio avec un point d'interrogation, j'insiste. Quels atouts de nos filières pour surmonter cette crise du bio qu'on va étudier avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Mais d'abord, je voudrais vous rassurer sur le bio, avant de vous inquiéter forcément. Si la baisse du bio, selon les sources, est de 5 à 7% en 2022, on sort d'une décennie de croissance à 2 chiffres. C'est ce qu'il faut aussi retenir. On sort d'une décennie de croissance à 2 chiffres. Donc les 2 dernières années, même si elles sont en baisse, ne sont pas extrêmement représentatives. 10 ans ou 12 ans de croissance à 2 chiffres, ça veut dire qu'un pli est pris. Si le bio a souffert de l'inflation, il demeure pourtant une valeur importante pour l'alimentation grâce à son image santé. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans les études. Donc c'est un pli aussi qui est pris par les consommateurs, ce qui nous fait croire en l'espoir du bio pour les années qui suivent. Pour nous éclairer, nous avons autour de la table Éric Berlouet. Éric Berlouet, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des comportements alimentaires. Vous allez nous aider à scruter un peu la conscience des consommateurs. Amélie Arnoux, vous êtes chef de projet marché bio chez Carrefour depuis quelques années. Vous allez nous montrer un peu le monde des distributeurs et de leurs appétences, ou pas, en produits alimentaires bio. Benoît Verger, vous êtes président d'Accéréal Bio. Vous êtes agriculteur dans le Cher, c'est ça? C'est dans le Cher. Et vous allez nous parler de votre trajectoire et de vos 13 ans d'expérience dans le bio, où vous avez évolué. Et puis vous nous parlerez de l'aspect coopératif aussi. Et puis des perspectives que vous pouvez dresser sur vos exploitations. Je vais commencer par vous. Ça ne vous embête pas? Très bien. Le bio est loin d'être mort. Très loin. Vous allez nous dire pourquoi. Quelle est la trajectoire? Je voudrais commencer par ce que vous mettez en rayon très concrètement. Quelle est la trajectoire de la gamme des produits bio chez Carrefour? Alors clairement, donc non, le bio n'est pas mort, bien heureusement. Ça continue d'être une priorité stratégique pour le groupe Carrefour. D'ailleurs, on en est le premier vendeur en France, hein, tout circuit confondu. Carrefour est le premier vendeur de bio. Donc forcément, c'est une de nos fiertés aussi. Qu'est-ce qu'on met en rayon? On a ce qu'on appelle les unités de besoin consommateurs. Tout ce que vous pouvez rechercher en bio aujourd'hui, on l'a dans nos rayons. Avec une belle dominante à notre marque propre qui est Carrefour Bio. On a 1200 produits à la marque Carrefour Bio, donc on travaille en marque propre avec nos partenaires pour proposer ça. Marque propre Carrefour, oui. Sur 1200, combien? 1200 produits. Pour votre marque à vous? C'est ça. Pour les autres? Pour les autres marques, c'est à peu près 10% la marque Carrefour Bio sur notre assortiment total, en bio. D'accord, donc 12 000, 15 000 sur les autres marques? Aux alentours, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui s'accroît dans la gamme que vous présentez, dans les produits qui arrivent chez vous? Oui, la marque Carrefour Bio, elle a augmenté ces dernières années de façon assez phénoménale. Il me semble qu'il y a 3 à 4 ans, on était à moitié moins, 600 produits, donc là 1200. On continue toujours à innover, donc là on a plusieurs dizaines de produits qui arrivent sur cette année, notamment des produits bio et français. Pourquoi le consommateur boude-t-il, Éric Berlouet? Oui, alors déjà je trouve que le titre est assez intéressant parce que vous parlez de crise du bio, point d'interrogation. Et c'est vrai que le mot crise, quand on l'utilise, ça sous-entend que tôt ou tard, en tout cas on espère qu'il y aura un retour à la normale. Sinon on ne parlerait pas de crise. Et je crois que ça va être, j'espère en tout cas, la situation du bio. C'est un moment effectivement un trou d'air, qui me semble être, je peux me tromper, bien sûr, un accident de parcours, mais je pense que si le bio fait ce qu'il faut, et pas que le bio, d'ailleurs tous les acteurs de près ou de loin mêlés au bio, je pense qu'il y a de belles perspectives. Alors pourquoi cette crise? Bien sûr, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est de dire on vit une période d'inflation et qui est particulièrement forte dans le domaine de l'alimentation.
Alors c'est vrai que le bio avait commencé à décliner en 2021, c'est-à-dire avant que l'inflation démarre. C'est vrai que l'inflation sur le bio elle est moindre que sur les produits conventionnels, hein, pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai que c'est un facteur. Mais je crois que c'est pas le seul facteur. Peut-être ce qui serait plus préoccupant, c'est quelque chose que l'on pouvait voir, enfin en tout cas que moi je voyais en examinant les données depuis quelques années, qui est la montée d'un doute dans la tête de certains consommateurs bio. Finalement, est-ce que le bio qu'on nous vend comme tel, est-ce qu'il tient vraiment toutes ses promesses? C'est quelque chose qui apparaissait il y a déjà 4 ou 5 ans dans les enquêtes que faisait faire l'agence bio, où on voyait que le premier frein vis-à-vis du bio, c'était évidemment le prix, mais que derrière arrivait et montait petit à petit l'idée que finalement le bio n'est peut-être pas tout à fait ce que je pensais être. Et moi je crois qu'il y a un phénomène qui est assez intéressant, qui est vraiment cette question du doute, pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que, et c'est un peu le contre-coup du fait que, moi qui ai interviewé beaucoup de consommateurs, il y avait une espèce de sacralisation du bio. C'est-à-dire les gens disaient, l'alimentation la meilleure, la plus vertueuse, forcément, c'est l'alimentation bio. C'est vraiment le mot qui venait. Et puis les gens apprennent que il y a du bio importé, qu'il y a du bio, des tomates qui viennent de serres chauffées, qu'il y a etc., qu'on fait des traitements en bio. C'est-à-dire beaucoup de gens imaginaient que l'agriculteur bio, il ne traitait pas, hein, alors que Benoît, j'imagine évidemment qu'il traite. Et donc, vous voyez, ça percute un peu une représentation du bio comme le Graal, un peu une espèce de totem, on n'y touche pas. Le problème, c'est quand le totem devient un tabou, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais on m'a trompé, et donc, voilà, je laisse tomber ». C'est une minorité, évidemment, de consommateurs, mais je pense que c'est un des facteurs avec la surenchère des autres labels auxquels les gens ne comprennent pas. Enfin, il y a d'autres raisons, mais cette question de la confiance envers le bio, qui s'effrite quand même, est à mon avis ce qu'il faut regarder de plus près que simplement le prix. On peut espérer que l'inflation ça va s'améliorer, que cette question-là se posera moins. Benoît Vergier, vous produisez en bio. Peut-être que vous pouvez rappeler d'abord les contours de ce qui est le bio pour repartir de ce que ça c'est réellement. Alors le contour, c'est un cahier des charges qui est européen. Alors qui est même pardon. Et qui est léger. Ah non, qui est lourd, qui est même repassé à la moulinette par les Français parce qu'on aime bien être mieux-disant, on va dire, et donc on a même un cahier des charges qui est un petit peu plus lourd en France. Donc on a du bio mieux-disant français. Après, donc dans mes pratiques, moi j'ai toujours respecté ce cahier des charges, bien entendu. On a des pratiques vertueuses, c'est-à-dire qu'on a, donc si on parle de culture ici, on a j'ai entendu juste avant, tiens d'ailleurs, qu'on parlait de rotation et qu'on gérait les cultures avec nos rotations et qu'on a essayé d'apporter l'azote qu'on n'apporte pas par des engrais chimiques. On essaye de les apporter le mieux possible par des rotations de plantes et des plantes qui peuvent même en fournir à d'autres. Donc ça, on est sur l'aspect vertueux de la chose et le bio est vraiment axé là-dessus. Et à chaque fois que j'ai fait évoluer mon système, moi, c'était par des rotations. Le thème principal qui revient, c'est la résilience, parce que moi j'ai de l'élevage donc sur mon exploitation. Donc on parle de résilience des systèmes d'exploitation, d'élevage notamment, et de culture aussi, bien entendu. Alors forcément, on intègre dans des rotations des choses qui vont nous permettre d'être résilients en élevage, mais aussi d'apporter l'azote dont je parlais à mes cultures. Et donc ça, on essaye de le faire vertueusement, et c'est toujours, on est toujours sur Non, justement, on essaye toujours de ne pas apporter de solutions extérieures. C'est-à-dire que moi, sur ma ferme, je suis complètement autonome. Je n'achète que des minéraux pour mes vaches parce qu'on ne sait pas les fabriquer autrement. Et encore, je pourrais éventuellement avec des plantes et des décoctions là, mais je m'y suis pas encore mis. J'achète ça et des semences parce que j'aime bien acheter quelques semences certifiées à ma coopérative que je préside, comme vous l'avez dit. Mais bon, voilà, j'essaye de faire marcher le système. Mais
concrètement, on essaye d'être en parfaite autonomie, et c'est ce vers quoi on tend un maximum quand on est producteur. Cette crise de confiance, elle peut être résolue par des exemples de ce type. Comment on les valorise, comment on apporte ça? La crise de confiance qu'ont les consommateurs, c'est parce qu'ils ont vu des pubs à la télé et qu'ils n'y croient plus? Ou alors c'est différent parce que les cahiers des charges, nous dit un agriculteur, ils sont lourds. En plus en France, on les mouline évidemment. Qu'est-ce qu'on ne mouline pas? Donc ils sont encore plus difficiles et les gens doutent? Pourquoi? Oui, alors c'est pas que vis-à-vis du bio qu'ils doutent. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est une évolution de la société. C'est-à-dire, peut-être l'esprit critique des Français s'est exacerbé ces dernières années, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, on remet en et parfois c'est légitime de toute manière, mais on remet en cause les choses, etc. Alors évidemment, il y a on va parler des médias, on va parler des réseaux sociaux, et tout ça, évidemment, ça ne contribue pas à apaiser les choses, et au contraire, ça contribue à semer le doute dans les esprits. Et c'est vrai que le bio, il le fait déjà, mais je pense que l'effort doit être évidemment renforcé, qui est de mieux communiquer sur ce que raconte Benoît. C'est-à-dire, c'est quoi le bio? C'est un cahier des charges, pas seulement français, mais européen. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Je prenais l'exemple tout à l'heure de personnes que j'interrogeais et qui pensaient que le bio, c'était naturel au point qu'on ne traitait pas. Hein. Et donc, quand les gens découvrent que l'on traite, même si on leur dit c'est des produits naturels, entre guillemets, mais ils vont vous dire oui, mais c'est pas si naturel que ça, etc. etc. Donc ça introduit la méfiance. Voilà, il y a la méfiance. Alors la méfiance, je dirais, c'est pas en soi très très inquiétant dans la mesure où finalement, nous, mangeurs, nous sommes méfiants et c'est une protection. On ne veut pas avaler n'importe quoi, on veut savoir ce que l'on mange. Mais quand ça devient de la défiance, ce qui n'est pas la même chose, ce n'est pas le même mot, il y a une lettre de différence. La défiance, c'est cause toujours, de toute façon, on a été trompé. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter. La méfiance, on peut la combattre par du dialogue, hein, de la communication, mais interactive, alors que la défiance, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je sais pas si... Vous voulez réagir à ça? Oui, je voudrais réagir parce qu'en fait, vous parlez de communication et la communication, en fait, a été délaissée les 10 dernières années, puisqu'on était sur une évolution, il n'y avait pas besoin, on était sur une évolution normale. Les convaincus, nos consommateurs de base, n'avaient pas besoin d'être plus convaincus, puisque c'est même eux qui prêchent la bonne parole à côté. Le truc, c'est que la communication était juste laissée aux distributeurs, plus ou moins, aux gens qui ont besoin et encore, les supermarchés sont arrivés à avoir jusqu'à 55% de part de marché en 2019. Ça doit être bien moins maintenant, là, parce que 53. Ça évolue. 53 je pensais que ça avait passé en dessous la barre des 50. Autant pour moi, mais en tout cas, la communication vous a été plus ou moins confiée, enfin laissée. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que, alors notamment l'agence bio, on se rend compte qu'il faut des moyens pour aller dire que nos produits sont vertueux, qu'ils sont bons pour l'environnement, enfin rappeler tous les principes du bio qui sont pas forcément... alors aujourd'hui, je vais vous laisser répondre là-dessus, mais peut-être pas le cœur de cible tout de suite de la communication ou sur du discount. Et là, quand on discount, on sait à peu près quel message on envoie. Donc bon, finalement, c'est un peu là-dessus que je voulais réagir. Le vendeur communique pour séduire le consommateur. Et somme toute, c'est assez logique. Oui. Comment vous faites pour séduire les consommateurs avec l'étendard bio? Et comment réagissent-ils? Ils vous croient? Ils se méfient moins quand c'est vous? Je ne sais pas s'ils se méfient moins quand c'est nous. Nous, en tout cas, on a beaucoup de choses à raconter et on s'appuie clairement sur nos partenaires aussi pour le faire parce que ce qui compte, comme vous l'avez dit avant, je pense, pour faire comprendre ce que c'est le bio, c'est réexpliquer quand même qu'il y a des agriculteurs derrière qui font d'énormes efforts sur leurs pratiques, qui changent leur itinéraire culturel, etc., pour réussir à vivre de leur activité bio et proposer de la nourriture bio saine pour les Français. On ne doit pas être les seuls à communiquer, en effet, donc c'est vraiment le rôle de tout le monde. Je suis très contente de voir que l'agence bio prévoit une deuxième vague de sa campagne de communication. C'est vrai qu'il faut mettre les moyens derrière. Et je pense aussi quelque chose qui est important de réexpliquer, notamment face aux doutes qui étaient mentionnés et qui sont des fois assez impressionnant quand on parle en effet aux consommateurs, quand on a des retours sur ce sur quoi ils doutent. Le bio, c'est le mode de production le plus contrôlé aujourd'hui en France.
Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Par contre, c'est l'un des meilleurs systèmes agriculturels aujourd'hui. En tout cas, il faut qu'on arrive à partager ces pratiques pour élever un petit peu tout le monde et faire comprendre aussi aux consommateurs vraiment ce qu'il y a derrière. Éric Berluet, qui est légitime pour communiquer avec véracité? Est-ce que c'est un bien commun que de bien manger? On peut répondre oui à ça. Mais qui est légitime? Chez un vendeur, il est légitime à vendre, évidemment. Est-ce qu'il est légitime à convaincre? Il a un intérêt marchand, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Mais qui est légitime? Quel est le tiers de confiance pour faire accroire au public que le bio n'est pas une arnaque? Moi, ce que j'ai pu vérifier, alors pas seulement dans le domaine du bio, mais c'est que quand on fait véritablement de la communication, mais pas juste de la communication, qui est nécessaire sans doute, télévisée, etc., mais quand on prend vraiment la communication au sens étymologique du terme, qui est 1, mettre en commun, 2, entrer en relation avec, c'est-à-dire quand on rencontre les gens, qu'on arrive, c'est pas toujours facile, à les faire venir sur une exploitation, là je pense évidemment aux agriculteurs, ou à leur expliquer comment on travaille. Moi j'ai constaté, quand j'ai participé à ce genre d'événement, que les gens, quand ils sortent de la journée, eh ben, ils ont compris des choses, ils ont vu des choses. Alors on va dire, on ne va pas toucher grand monde, mais le but, ce n'est pas de toucher grand monde, c'est de toucher des gens qui, après, vont en parler en utilisant, évidemment, la caisse de résonance des réseaux sociaux. Donc moi, je crois beaucoup à la communication humaine, de proximité, ce qui n'empêche pas, évidemment, les grandes campagnes qui ont leur raison d'être, mais ça ne me paraît pas suffisant. Donc celui qui est le plus légitime, c'est quand même, à mon avis, celui qui est au départ, et qui va qui va expliquer ce que c'est que de travailler en bio. Ce qui n'empêche pas le vendeur de communiquer, mais il sera toujours un petit peu suspect de vouloir vendre sa camelote, à mon avis, davantage que le producteur, même si le producteur vend, évidemment. Bien sûr. Aujourd'hui, on sait que la part de l'alimentaire pèse pas énormément dans le budget des ménages, et voilà, l'aspect inflation. Et au-delà de ça, est-ce que finalement les différents labels, HVE, zéro résidu, bio, etc., n'a pas été aussi un élément qui a fait que le consommateur s'est perdu? Donc on peut peut-être prendre un premier temps d'échange sur ces deux questions. Alors confusion sur les labels, confusion dans la communication? Oui. Alors ça c'est un sujet assez épineux, mais épineux sur le terrain, parce que on dit je suis presque bio si je fais du HVE ou si je fais. J'ai en tête la directrice de l'agence bio d'ailleurs qui disait dernièrement là. Moi, je me fais pas soigner par un presque dentiste ou un presque chirurgien, donc est-ce qu'on doit vraiment dire que le HVE est du presque, enfin là c'est HVE qui est ciblé, mais label rouge aussi. Est-ce que c'est du presque bio? On est bio ou on n'est pas bio, quoi. Donc c'est l'agriculture la plus vertueuse pour l'environnement. Il faut pouvoir le reconnaître et il faut pouvoir le communiquer. Donc il y a un aspect réglementaire, ça soulève un aspect réglementaire sur ce type de label pour qu'il soit crédible et qu'il ne participe pas de la confusion du bio, qui lui est plutôt safe. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la concurrence de ces autres offres qui promettent des choses fait que le consommateur ne sait plus trop à quel saint se vouer. Alors je dis saint S-A-I-N, puisque la santé c'est quand même, vous l'aviez rappelé au début, quelque chose qui est très important. Et donc quand on lit, je sais pas quoi, zéro résidu de pesticides ou cultivé sans pesticides ou je sais pas quoi, enfin sain et naturel, les gens ils font plus trop la différence, d'où l'importance encore une fois de bien réexpliquer ce que c'est qu'un label officiel, les contrôles dont vous parliez. Tout ça me paraît de la pédagogie de base. On a aussi intérêt à éduquer nos enfants. Alors oui. Avec la nourriture alors bio ou proche de l'environnement, donc là moi je prône pour le bio. Et on a des perspectives de marché dans les cantines. Alors oui, les cantines. Mais oui. Allez-y, dites-le. Il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim. Elle a été refaite 2 fois d'ailleurs. Et cette loi nous impose aux cantines de consommer 20%.
de bio. C'est pas atteint, je crois qu'on est à 6%. 6%, oui. On a Donc six, 6%, c'est pas suffisant. Et donc, on a l'exemple dans le Cher, tiens, d'une mairie qui s'appelle le village s'appelle Saint-Just. Je ne connais plus le nom du maire, mais il est très représentatif de l'engagement vraiment dans le bio. Il est vraiment à fond. Bon, et du coup, il a mis sa cantine. On a des enfants qui mangent des produits bio à 100%. Ils sont éduqués à ça. Ils ont des pommes un petit peu moins belles que d'habitude et des produits, des repas qui sont avec viande. on a ça Parce dans les arrive appels à- d'offres. Liberté est laissée aux lanceurs d'appels d'offres pour ce type d'activité d'introduire des conditions d'exigibilité de bio dans les produits, faute de quoi le marché n'est pas... Oui, et on aimerait bien que ce soit appliqué. Et il y a quelque chose qui est fait par les interpros régionales, notamment là, dans ma région, qui s'appelle Biocentre. On va éduquer aussi les cuisiniers, enfin, les éduquer, les former. Pardon, on va plus les éduquer ces gens, mais on va les former et on leur propose de travailler avec une plateforme qui a été créée. Et dans cette proposition, il y a aussi de la formation, c'est-à-dire qu'on peut prendre un temps avec eux pour leur expliquer comment on peut faire un repas bio à moins de, je pense avoir le chiffre de 1,99 €, on peut faire un repas bio. Donc finalement, on a des leviers. Est-ce qu'ils sont assez actionnés, assez financés, assez suivis, assez poussés? Là, l'exemple de la plateforme, c'est clairement non, puisque aujourd'hui, il leur faudrait un petit coup de pouce. Alors j'espère que ce sera dans les choses qui ont été annoncées. Éric, oui. Oui, mais alors j'entendais que Benoît parlait, alors moi j'y suis très sensible, à l'éducation à l'alimentation, pas qu'au bio, je dirais simplement éduquer, c'est un travail de longue haleine, hein, mais à la valeur de l'alimentation de qualité, bio ou autre, mais en tout cas de qualité a une valeur, donc un coût, il y a des contraintes, Benoît l'a dit, donc un prix. Et donc, moi, je crois que c'est très important que les gens prennent conscience qu'il faut mettre de l'argent dans l'alimentation. Et évidemment que les personnes, et elles existent, et malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses, qui n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation de qualité, eh bien, il faut trouver d'autres idées que de chercher toujours à vendre le moins cher possible. Et donc, il faut expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation, des chèques alimentaires ciblés, enfin, en tout cas... Ou demander aux grands acteurs qui ont les plus il y a grandes des choses à masses. imaginer, mais pas aller vers une alimentation toujours moins chère qui, à mon avis, ne fait le bonheur de personne, ni des agriculteurs, ni des gens qui mangent, Enfin, voilà. Donc... je pense qu'il faut revoir les choses un peu différemment et redonner vraiment de la valeur à une alimentation de qualité et donc un prix. Madame Arnoux, comment vous choisissez, comment vous, chez Carrefour, vous allez choisir les produits et les producteurs? Est-ce que vous allez les rencontrer? Est-ce que vous allez dans les champs? Est-ce que vous goûtez? Est-ce que vous les pratiquez suffisamment pour vous dire, ok, lui, je peux avoir confiance. Il n'est pas seulement bio, il le fait réellement. Il y a beaucoup de questions. Là. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, je peux en profiter pour vous parler d'une gamme à la marque Carrefour Bio qu'on a, Oui, bien sûr. qui est donc bio et française. Et en fait, elle a la particularité d'être en contrat pluriannuel. Donc, on s'engage sur 3 ans renouvelables avec nos producteurs. Et donc elle va jusqu'au producteur, pas comme la plupart des produits vendus par exemple en grande surface où on a un contrat bipartite, donc avec notre fournisseur. Là on a un contrat avec notre fournisseur et par exemple les coopératives de producteurs qu'il y a derrière. 3 ans, prix bloqué? 3 ans, prix justement pas bloqué pour que s'il y ait une hausse des coûts des matières premières, nos producteurs puissent venir nous voir en nous disant bah là on s'y retrouve plus. Par contre ça garantit une juste rémunération de nos producteurs. D'accord. Voilà. On va les rencontrer bien sûr pour monter ces filières, choisir les acteurs qui ont les volumes déjà, hein, on est Carrefour donc certains volumes aussi, qu'on peut accompagner aussi sur le matériel pour optimiser leur filière, la chaîne, etc. Et j'ai oublié toutes vos autres questions. Vous allez les voir, comment vous vous assurez de leur crédibilité? Vous testez les produits? Oui, les produits, alors là même au-delà des produits bio français, bio, etc., tous nos produits, par exemple à marque propre, donc marque distributeur, sont testés déjà en interne par les acteurs des Carrefour et par un panel de consommateurs à l'aveugle. Donc on ne les commercialise que s'ils ont une meilleure note que notre cible. Voilà, donc ils sont goûtés et approuvés.
Réexpliquez-moi ça, on les commercialise si oui, ils ont une meilleure on fait- note donc que on fait une- notre cible. C'est ça, on fait une dégustation à l'aveugle. Donc, par exemple, imaginons vous goûtez des pâtes. Donc, on a par exemple des pâtes bio françaises dans cette gamme dont je vous parle. On aura un équivalent en face d'une marque qui existe déjà et qu'on considère être notre cible à dépasser. On veut être le meilleur sur le marché. Et donc, on fait goûter sans étiquette ou quoi que ce soit ces produits à des consommateurs, un panel de consommateurs. Ils font une note et des commentaires. Et on ne commercialise les produits que s'ils ont une meilleure note que la cible. Très bien. Ça vous paraît suffisamment crédible, Éric Berlouet? Il faut passer par ça. Il faut passer par une expérimentation du bio par les personnes directement. Ça peut être, oui, ça peut être une bonne chose, oui, oui, tout à fait. Avant ça, vous n'avez pas dit, mais il y a quand même vérification de son cahier des charges, Oui, voilà, c'est ça, tout des ça, tests et sur en tous les plus. produits, voire sur tous les lots. Ouais. Parce qu'on ne parle pas de ça, mais il y a un paquet d'analyses qui sont faites sur tous nos produits, qui sont pas forcément, alors qui sont faites sur de la masse, et comme on a moins de volume, enfin, ben forcément on a beaucoup plus de contrôle au volume rapporté. Produit, vous avez Ben voilà, bien entendu. Donc ça, c'est quand même aussi et Carrefour d'ailleurs, enfin pour moi, ma partie volaille, on m'a demandé de produire des volailles qui ont un niveau de bien-être maximum. C'est-à-dire que la note A doit être respectée par toute la chaîne. L'éleveur, alors le collecteur, enfin l'intégrateur, le transporteur certainement, bon, il doit l'abattoir, et puis ensuite, ben, c'est tout. D'ailleurs, on est pas mal. C'est des contraintes importantes. Comment vous pouvez garantir des choses qui ne sont pas sous votre autorité? Alors, moi, si, alors sous mon autorité, on m'a imposé de mettre de la lumière, des perchoirs, des joujoux pour les poulets. Oui, on a tout un tas de contraintes comme ça. Oui, des jeux, non, pour les occuper. Donc, c'est soit des bottes de paille, soit des petites chaînettes, des petites choses. Mais c'est pour qu'ils soient, ils soient dans le bien-être absolu avant de sortir de chez moi. Ouais. Du coup, c'est long d'entrer chez un grand distributeur, pas forcément Carrefour, hein, vous n'êtes en aucune manière une cible ici, mais c'est difficile, ça prend du temps d'entrer chez un client comme vous? Ça dépend le niveau de maturité des différents acteurs. Okay, je suis bio, ça fait 13 ans que je fais du bio dans le Cher, un département et au on me hasard. demande de mettre des fenêtres il y a 3 ans pour un investissement. Combien de temps de dossier chez vous? Combien de temps Je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment variable. On peut mettre quelques mois à monter une filière comme plusieurs années s'il faut accompagner vraiment tous les acteurs parce qu'elle n'existe pas encore ou qu'elle est vraiment trop émergente. Ça dépend vraiment. Et ce qui est mentionné là, ça peut être le cahier des charges qui est spécifique à la marque de distributeur où il y a encore des particularités, on peut aller encore plus loin que la réglementation bio, qui est déjà une très belle base. Et en effet, sur certains produits, comme celui qui a été cité par exemple, ou même les fruits et légumes de la marque Carrefour Bio, je sais qu'on va plus loin encore que la réglementation bio. Et vous trouvez les producteurs pour... Oui. D'accord. Donc et ça ils existe. s'y plient sous la contrainte de temps en temps, hein, quand même. Hein, et c'est pas obligatoirement très consenti sur le terrain, mais c'est vite compris. Surtout quand on fait du bio, qu'on a l'habitude d'être contrôlé, qu'on a un cahier des charges draconien. Rajouter des petites choses comme ça, c'est pas forcément très compliqué, mais sur le terrain, c'est des fois un petit peu mal pris parce que c'est des investissements supplémentaires et une valorisation qui est pas toujours au rendez-vous derrière. Donc, D'accord, le diable se cache aussi dans les détails sur ce registre-là. C'est ça qu'on doit comprendre? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Vous êtes... Une question de la salle, Anthony? Ouais. Absolument, Anthony. Une question de la salle, allez-y. Je vous en prie. Ça marche. Deux questions du coup qui s'adressaient à deux maillons différents. Peut-être la première pour les producteurs. Revenir, alors quels atouts, potentiellement quelles faiblesses compte tenu du changement climatique? Est-ce que les systèmes bio sont plus exposés, moins exposés? Voilà votre vision. Et puis une deuxième, une question autour de la structuration des filières plutôt aval. Des filières Aval. Hein. Sont-elles structurées pour accueillir plus de bio demain en cas de rebond? Est-ce que de ce point de vue-là, il y a des éléments bloquants ou non? Oui, est-ce que les filières aval sont structurées pour accueillir plus de bio demain? En lien avec ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs à l'instant. Vous voulez commencer par répondre à cette question? Ça dépend des filières.
En tout cas, on est preneur de nouveaux partenaires quand il y en a. Et comme ça a été dit d'ailleurs à la table ronde avant, quand on plante, en effet, il faut aussi penser à ce qu'il y a un débouché. Donc c'est aussi là où on peut intervenir et accompagner les producteurs qui veulent ajouter une culture dans leur rotation des cultures, par exemple, voir si ça peut être quelque chose qui se vend chez nous ou pas. Clairement, personne n'a intérêt à ce qu'on développe tout un produit s'il ne se vend pas après, hein, bien sûr, pas que Carrefour. Donc c'est en ce sens-là qu'on est à l'écoute de nouveaux acteurs aussi. Et l'autre question pour côté producteur? Alors l'autre question, c'est une bien belle question. Je vous ai parlé tout à l'heure de résilience sur mon système. Alors moi personnellement, parce qu'après je n'ai pas suivi trop les études qui sont faites là-dessus, mais clairement on cherche tous, et je pense que le bio est pareil que, enfin il n'y aura pas une plus-value bio à la lutte contre le réchauffement climatique dans nos champs. Donc alors on a de base, on a des variétés qui sont beaucoup plus résistantes à certaines maladies. Alors à la sécheresse, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr qu'on ait cherché vraiment, mais on a quand même naturellement, puisqu'on n'apporte pas de produits curatifs, on a travaillé sur des variétés rustiques. Enfin sur les céréales, si on parle de céréales, et donc et d'ailleurs en poulet aussi et en plein de choses, puisque on ne traite pas chimiquement, on traite naturellement, et encore sur les céréales. Donc il y a un capital de résistance. Donc il y a quelque chose qui a été travaillé, enfin ça a été travaillé depuis très très longtemps, et on a des variétés qui résistent plus. Alors aux maladies, attaques d'insectes. Alors sécheresse, j'ai du mal à l'imaginer tout de suite, parce que la seule fois que j'en ai entendu parler, il y avait OGM derrière, donc là-dessus je sais pas trop, mais bon, clairement on cherche à améliorer nos systèmes, comme tout agriculteur aujourd'hui d'ailleurs. La crise dure depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle dure encore sous l'effet de l'inflation? Quelle est la température chez les producteurs que vous interrogez parfois? Quelles perspectives ils peuvent se donner dans un marché qui reste inflationniste? Oui, alors je ne sais pas trop répondre pour les producteurs. Moi, je rencontre plutôt des consommateurs, les producteurs également, mais là, Benoît pourra en parler. Non, je disais en commençant je pense quand même que c'est une crise, et donc c'est pas quelque chose qui devrait... Enfin, on n'est pas, j'espère en tout cas, au début du déclin et de la fin de la bio. Hein, la bio doit expliquer, ça a été dit, mieux ce qu'elle fait, enfin tout ce qu'on a dit. Il y a des efforts de communication, d'information, d'éducation, etc. Alors, il est clair qu'il y a une partie de la population qui, de toute façon, a un pouvoir d'achat qui ne correspond pas toujours d'ailleurs à son vouloir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient bien manger bio, mais là, ils ne le peuvent pas. Donc là, c'est autrement qu'il faut voir les choses. Mais pour une fraction quand même croissante de la population française, il y a une attente, c'est quand même très très clair, d'une alimentation qui soit plus vertueuse pour la santé, pour l'environnement, etc., etc. Alors c'est pas majoritaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans les travaux que je fais, on a à peu près un tiers de la population française qui, alors à des degrés très divers, s'engagent dans ce qu'on appelle la transition alimentaire. Ils disent, il faut que je diminue un peu la viande, il faut que je mange des produits plus sains, bio éventuellement, ou plus locaux, etc. Voilà, donc ça, il y a un vrai mouvement qui n'est pas majoritaire, mais on voit bien qu'il y a quand même un effet d'entraînement. C'est ça qui me fait penser que... Voilà, que si le bio, évidemment, doit aussi balayer devant sa porte, si j'ose dire. Le problème du bio, c'est qu'effectivement, il a été sur un cahier des charges, mais qui est finalement assez restrictif au regard des attentes actuelles des consommateurs, qui veulent, bien sûr, qu'il n'y ait pas de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse, enfin, ils sont de plus en plus nombreux à le souhaiter, mais qui veulent aussi des choses qui ne sont pas forcément très bien en évidence dans le label bio. Alors on parlait du bien-être animal, mais il y a des gens qui ont des exigences supplémentaires par rapport à ça. On parlait du caractère équitable de la production, etc., etc. Donc un bio qui serait plus musclé, plus augmenté, comme on dit parfois, et qui saurait expliquer qu'il répond aux attentes de plus en plus nombreuses et diversifiées des consommateurs, à mon avis, pourrait tirer son épingle du jeu
avec la question évidemment économique Alors, dont on parlait. Est-ce qu'il faut un bio souverain? Est-ce qu'il faut un bio plus local? Est-ce qu'il faut resserrer les périmètres pour refaire adhérer les gens et permettre que ceux qui peuvent s'en revendiquer sont ceux-là et pas les autres? Est-ce qu'il faut resserrer ça? J'ai envie de dire oui et non. Il fallait que je dise à un moment que le marché des céréales, aujourd'hui, puisque c'est ma partie, puisque je suis président d'une coopérative céréalière bio, le marché des céréales aujourd'hui est complètement exportateur net. On était importateur net avant 2018. Ou 2019 peut-être. Oui, ça dépend des céréales. On est très fort exportateur en blé. En blé. Je vais prendre cette matière-là parce que en fait c'est la tête d'assolement, la valeur sûre dans les cultures bio et c'était une valorisation quand même assez intéressante à l'hectare, donc sécurisante on va dire. Aujourd'hui, on est exportateur. On a donc des consommations françaises qui tirent plus autant, puisqu'on a 14% de moins de consommation par les fabricants d'aliments pour le bétail, entre 6 et 10%, on ne sait pas très bien, par les meuniers. Donc là, tout de suite, faire du mieux-disant encore plus, oui. Mais pour qui? Oui, pour qui? C'est perdre des parts de marché. On va le faire pour nos Français, mais après, il faut qu'on l'exporte. Et l'exporter, c'est 100, 150 € de moins à la tonne. Donc la valorisation n'est plus du tout la même pour l'agriculteur. Et là, on peut pas dire que on peut équilibrer le marché global avec du mieux-disant, de l'équitable. Alors c'est encore des niches qui vont se développer gentiment. Donc le marché est beaucoup plus local pour le bio. Si à l'export on perd en valeur, autant le vendre ici. Il était franco-français jusqu'à il y a 3 ans. 3-4 ans. Et cette année, on a exporté beaucoup plus que les années précédentes. Il fallait bien le vendre. Bien sûr. Une dernière question en salle. Oui, ça rejoint des éléments qui viennent d'être exposés. La question c'est, est-ce que tous les produits bio sont à la même enseigne? En clair, est-ce que la crise touche pareil tous les types de produits? Là vraiment au sens, je sais pas, tous les produits animaux, tous les produits végétaux, et on pourrait faire des distinctions. Et puis une question dans la question, est-ce qu'on peut voir des différences selon les niveaux de transformation des produits dans l'acte d'achat des consommateurs? Donc une pour vous et une pour vous, Eric. Sur les filières, moi, ce qui me semble me souvenir que ça affectait davantage la baisse, les fruits, les légumes et les viandes type viande de bœuf et viande de porc. C'est ça que j'ai en tête. Amélie, vous confirmez? Oui, c'est ça? Je suis assez alignée là-dessus. C'est en effet les produits frais qui pâtissent le plus en bio en ce moment. Et c'est ça que je trouve assez surprenant dans le sens où le consommateur bio est aussi plus appétent des produits bruts. Et pourtant, c'est ceux-là qu'on voit qui reculent le plus. Une des explications que je peux avoir, c'est qu'ils ont un prix plus cher en bio, notamment la viande bio, par exemple, qui est relativement chère. Le gap est là, alors. Voilà. Très bien. Un mot de la fin pour vous, peut-être? Comment vous voyez les perspectives et les atouts Les perspectives, alors j'ai pas une grande crainte. On a su se structurer, on a su faire absorber toute cette, parce que du coup on a quand même des politiques qui nous poussent à convertir nos terres. On arrive à presque 11% de terres agricoles en bio. Passer les 10. Et oui, à plus de 2 millions quelque chose, 2,9 millions je crois d'hectares en bio. On a réussi à se structurer, parce que c'était la question du début, on a réussi à structurer nos coopératives pour ma part, mais toutes les filières ont réussi à absorber tous les produits qu'il y avait. On a même été très bons 2019, 2020, Covid, on a été super bons. Là, il y a une succession de choses qui font que, bien entendu, on n'a pas réussi à tout refourguer, enfin tout consommer en France. Et c'est là qu'on se tourne vers l'étranger et que, bien entendu,
on dévalue un petit peu on perd de la valeur. Mais j'ai bon espoir, moi, que d'abord la restauration collective joue le jeu et qu'elle aille vers le bio comme on lui a imposé par une loi qui apparemment n'impose pas vraiment. Et j'ai aussi bon espoir parce que les filières sont très bien structurées, donc vont pouvoir proposer, aller chercher des marchés différents. On a réussi à en trouver en Europe, là, donc le marché est maintenant européen. Oui. On arrive à avoir des clients qu'on a déjà fidélisés depuis, enfin pour notre partie, on a 6... Allemagne et pays du Nord, je suppose. Oui, Allemagne, pays Nordcom. Cette année, on a l'Espagne qui va certainement se tourner vers nous parce qu'il y a une grosse sécheresse, etc. Et puis, on n'est pas impacté, on a ce marché européen n'est pas impacté, par exemple, par une sécheresse au Canada, comme ça va être le cas cette année. Donc, je pense qu'on a quand même une stabilité dans ce marché qui peut trouver la place qu'il a à trouver dans l'avenir, là. C'est tout le monde qu'on vous souhaite. Ah oui. Éric Berlouet, Amélie, merci de votre présence. Merci à Benoît à vous. de votre témoignage. Anthony, merci pour les questions. Merci de votre écoute. Merci de votre disponibilité ici en plein soleil. Et puis, à la prochaine table ronde. Merci encore. Merci.